Bon alors après tout, ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est aujourd'hui que je vais vous parler de cette série JZ1000 de chez Panasonic. Alors pourquoi je dis mieux vaut tard que jamais? Eh bien parce que c'est vrai que cette gamme de téléviseurs, elle n'est pas sortie hier, ça fait un moment qu'elle est sur les étalages. Mais néanmoins, eh bien, la mise à jour qui permet d'accéder au meilleur de la 4K à 120 Hz avec la prise en charge du VRR, eh bien c'est disponible depuis peu via une mise à jour qui a été déployée par le constructeur. Voilà au moins que Panasonic, du côté des constructeurs japonais, tient ses promesses. Sony, si tu nous regardes, il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous parler de cette série JZ1000 avec un produit que j'ai là à côté de moi en version 55 pouces. C'est parti. Salut à tous, une nouvelle fois, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais, enfin vous parler de ce JZ1000 qui est cette fois-ci dans sa configuration optimum. Et oui, le constructeur, comme je le disais, avait promis de livrer à ses clients une mise à jour qui mettrait à disposition la 4K 120 VRR Auto Low Latency Mode avec les deux prises HDMI 2.1 qui sont disponibles derrière le téléviseur. Et c'est chose faite. Et en plus, on a eu l'arrivée entre-temps aussi de Disney+, du service d'Apple TV. Et donc ça, ça fait des petites choses à raconter et qu'on va pouvoir parcourir ensemble. Et comme d'habitude, vous avez le sommaire qui vous permet de naviguer dans la vidéo et de vous rendre directement au chapitre qui vous intéresse. Mais ici, on va comme toujours commencer par les caractéristiques techniques. Et regardez, vous les avez, elles s'affichent juste là à côté de moi. C'est magique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette version JZ1000, enfin cette famille, elle est proposée en version 48, 55 et 65 pouces. Le 48 pouces qui est quand même un format qui intéresse les joueurs, PC ou console. Et naturellement, évidemment, si on va plus haut, aussi ça va intéresser les joueurs de console ou de PC, comme moi. Regardez, là j'ai mon petit modèle, je ne le répète jamais assez, avec sa RTX 3090 qui me permet de faire tous les tests de 4K à 120 sans aucun problème. Et on va y revenir évidemment dans la partie jeux vidéo. Et ce qu'il faut retenir essentiellement dans ces caractéristiques techniques, c'est que la famille JZ1000 est celle qui n'a pas la dalle OLED Pro de chez Panasonic, parce que dès qu'on va passer sur le JZ1500, on va avoir cette dalle OLED Pro, et idem pour le JZ2000. Attention, ne confondez pas la dalle OLED Pro de chez Panasonic avec les dalles OLED Evo de chez LG. Certes, c'est LG Display qui fournit les dalles à ces deux constructeurs, mais Panasonic nous rappelle, m'a rappelé en tout cas lors d'un échange téléphonique que j'ai eu tout récemment avec eux, justement pour discuter d'un point spécifique lié à la 4K à 120 dont on va se reparler au moment de ce chapitre jeux vidéo. Ce n'est pas la dalle Evo, ils m'ont bien précisé. On n'utilise pas de dalle Evo, y compris sur le JZ1500. On utilise une dalle OLED classique entre guillemets que eux baptisent Pro parce qu'ils y couplent évidemment leur système de refroidissement qu'on connaît désormais depuis les séries passées, GZ déjà, ensuite on a eu la série H. Et grâce à leur mécanisme de refroidissement, ils arrivent à atteindre encore aujourd'hui sans doute les meilleurs pics de luminosité. Ça, on va y revenir aussi dans la partie mesure, même si là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas sur le modèle le plus lumineux, ni le plus performant. Néanmoins, vous l'avez vu dans les caractéristiques techniques, il utilise l'essentiel des bénéfices qu'apporte Panasonic à ses utilisateurs, à savoir le processeur HCX Pro avec son intelligence artificielle, ce traitement cinéma qu'on connaît et qu'on adore chez Panasonic. On va également profiter d'une dalle qui ne fait des concessions sur rien grâce à une électronique là encore de qualité. On va retrouver du HDR10, du HDR10+, du Dolby Vision et du Dolby Vision IQ grâce à un capteur de luminosité intégré, capteur de luminosité qui va aussi profiter aux nombreux modes d'image, parce qu'on ne manque pas de modes d'image et de menus très détaillés, vous allez le voir, on va le découvrir ensemble à nouveau. Et on a évidemment donc le Netflix Calibrated Mode qui arrive et le Filmmaker Mode qui en plus peut profiter, là encore, de ce capteur de luminosité ambiante. Du côté des tarifs, on est sur la version 48 pouces, entre 1000 et 1200 €, parce que pour avoir consulté les différents sites de vente en ligne, il y a quand même un petit écart. Il y a des prix qui pratiquent, des sites qui pratiquent des prix assez variés. Ensuite, on a une version 55 à 1590 € et on a la version 65 pouces qui est proposée à 2290 €. Ici, c'est la version 55 pouces. Très rapidement, pour finir, et puis vous l'avez vu encore une fois, les caractéristiques techniques, sachez
Bien évidemment que les prises HDMI 2.1 qui vont vous permettre d'atteindre la 4K à 120 avec le VRR et l'Auto Low Latency Mode, il n'y en a que 2. Il faudra faire attention si jamais vous avez plusieurs périphériques où vous souhaitez exploiter cette fréquence, cette technologie, cette interface HDMI 2.1, vous n'aurez que 2 prises qui répondent pleinement tout simplement aux caractéristiques du HDMI 2.1. Alors j'ai envie d'aller assez vite sur cette partie ergonomie matérielle parce que le JZ1000, vous le voyez, c'est un téléviseur qui est ultra classique. Alors surtout là en plus avec une image parfaitement noire, on ne voit plus du tout les bords qui, voilà, comme vous le voyez, sont des bords relativement fins, évidemment, comme les téléviseurs OLED des constructeurs concurrents. On va retrouver un châssis à l'arrière qui est très fin, sauf sur le LG G1 qui lui est un petit peu plus épais pour différentes raisons. Enfin, c'est un modèle galerie, c'est un modèle qui va vraiment être destiné à être accroché. Là aussi, c'est possible, vous avez un support VESA à l'arrière, il n'y a aucun problème. Vous pourrez accrocher ce téléviseur, vous débarrasser de son pied, et son pied, c'est le gros atout de ce JZ1000, puisque regardez, hop, on peut tourner la dalle. Alors, sur, je dirais, environ 10, 12 degrés comme ça, parce que bizarrement Panasonic ne communique pas de valeur, en tout cas pas sur le site internet, pas sur les fiches caractéristiques techniques du téléviseur, ce qui va vous permettre de contrer ce qui, moi, est rédhibitoire. Ce sont les reflets de lumière ambiante. Et ça va me permettre notamment de répondre avec ces images à un internaute, à un abonné qui me disait « Hey David, c'est cool tes vidéos, j'aime beaucoup, mais par le passé, tu montrais les reflets que tu subis liés à ma configuration. » Je l'ai dit, j'ai 2 grandes baies vitrées qui sont juste là. Et attention, accrochez-vous bien, ça va être un petit peu loin. Elles sont exposées plein sud, j'ai des pavés de verre juste derrière, j'ai mon canapé qui est là. Et pour moi, l'OLED, je dis souvent, c'est no way, parce que j'ai vraiment beaucoup de lumière qui rentre par ces baies vitrées, qui tape sur la dalle et ça devient un vrai miroir. Alors pourquoi je n'utilise pas la lumière ambiante, la lumière du jour lorsque je tourne les images, lorsque je vous parle? Tout simplement pour que vous ayez, à peu de choses près, parce que je dispose toujours mes réglages à peu près de la même manière, les réglages caméra, j'y fais également très attention, donc pour que vous ayez une image à peu près dans les mêmes conditions. Parce que imaginez qu'en été, je ne vais pas du tout avoir la même lumière par ces baies vitrées qu'en hiver. Surtout qu'en été, les journées sont plus ensoleillées, mais en hiver, le soleil est plus bas. Et donc finalement, c'est encore un autre désagrément qui vient provoquer là aussi des reflets assez importants sur cette dalle. Donc les reflets, c'est quelque chose aussi que j'estime vous en avoir déjà beaucoup parlé, et les remettre systématiquement en avant, je veux bien le faire brièvement, comme là c'est plus le cas, là je m'étale un petit peu, mais ayez ça en tête. Pour moi, l'OLED, dans cette configuration, c'est pour ça que je vous ai montré les images, dans la configuration de mon salon, c'est vraiment très compliqué, d'autant que les filtres anti-reflets, il y a des constructeurs qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, mais c'est dur d'avoir un téléviseur OLED lorsque la pièce est très lumineuse. Alors du coup, le reproche que je peux faire sur la partie ergonomie, mais en même temps on est sur le moins cher des OLED, c'est du côté de la télécommande. Elle est géniale cette télécommande, elle est massive, elle est grosse, moi j'aime bien les grandes télécommandes complètes. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de raccourcis, donc le reproche qu'on peut lui faire, c'est l'absence de rétroéclairage, malgré le fait qu'elle soit quand même de qualité. Donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, j'aurais bien aimé avoir un rétroéclairage. À l'arrière du téléviseur, comme vous le voyez, toute la connectique est regroupée d'un seul côté. Et ensuite, on a un petit mécanisme de passe-câble assez sommaire qui va vous permettre tout simplement de pincer pour le coup vos câbles HDMI, câbles Ethernet, si jamais vous ne souhaitez pas utiliser la connectivité Wi-Fi. Et ensuite, vous pourrez les rediriger vers le centre du pied et essayer de vous faire une installation la plus propre possible, entre guillemets. Alors, il y a un point que j'ai failli oublier du côté de l'ergonomie du produit qui pourrait bien intéresser certains d'entre vous, c'est ce qui se passe justement au niveau du pied si jamais vous souhaitez installer une barre de son. Parce que oui, c'est recommandé, vous l'avez peut-être vu dans les caractéristiques techniques, on est sur une puissance RMS de 30 watts et franchement, je ne vais pas faire une spéciale qualité audio de ce téléviseur parce que c'est pas simple, encore une fois, au travers de la caméra, mais je vous le dis, c'est pas un son complètement dingue. Moi, je vois bien quand même agrémenter ce téléviseur d'une petite barre de son pour profiter vraiment de son expérience cinéma parce que c'est assez quelconque. C'est pas super puissant, c'est pas super détaillé malgré la grande richesse des menus audio et donc vous pourriez bien avoir envie d'y ajouter une petite barre de son. Donc c'est là que je me dis que ça peut vous intéresser si je vous explique qu'au niveau de ce pied central qui est une forme de plateau rond, vous n'aurez que 5,5 cm entre
la surface du pied et le dessous de la dalle. Et donc du coup, il ne faudra pas que votre barre de son fasse plus de 5 cm si vous souhaitez conserver la mobilité de l'écran, si vous souhaitez qu'il soit toujours possible de le tourner. Et ensuite, si jamais bien vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus épais, du coup c'est possible parce que là vous serez quasiment sur 6-7 cm environ. Si vous avez besoin de quelque chose de compatible avec du Dolby Atmos, avec des enceintes qui devront projeter du son vers le haut, eh bien sachez là du coup que vous allez être sur un pied qui est assez imposant sur le devant, environ 15 cm, qu'il faudra poser la barre de son encore devant ce pied et du coup ça peut devenir un petit peu contraignant pour l'orientation de la dalle. Bref, vous m'avez sans doute compris, en tout cas je l'espère. Voilà, un petit détail également à savoir du côté de l'ergonomie de ce produit. On en arrive maintenant à la qualité de l'image. Et alors, comme je l'ai dit en introduction, on est sur une dalle qui n'est pas une dalle Pro de chez Panasonic, mais qui utilise le processeur HCX Pro et High et qui lui fait un boulot. C'est redoutable, c'est remarquable. Avec des sources dégradées, des sources Full HD, de la TNT, de la 4K, etc. Moi, j'ai regardé mes programmes télé depuis ma box opérateur et franchement, ça va bien tout le temps. Alors, vous allez retrouver des défauts. Mais néanmoins, le processeur propose une multitude de réglages et une multitude de traitements et vous pourrez faire quasiment ce que vous voulez. Bon, le souci, c'est que moi, je vous recommande de tout désactiver autant que possible. Et pour ça, autant utiliser les modes cinéma, vrai cinéma, filmmaker ou Netflix Calibrated Mode lorsque vous êtes sur cette application, si vous le souhaitez. Et dans tout ça, vous allez forcément trouver une image qui va vous en mettre plein la vue. C'est pas la dalle la plus lumineuse, c'est pas la dalle la mieux calibrée non plus, comme on va le découvrir juste après, mais le rendu de dingue, le traitement cinéma qu'offre ce processeur, qu'offre cette technologie Panasonic est vraiment somptueux. C'est somptueux tout ça. Moi, franchement, je ne trouve rien d'autre à dire. Les noirs sont parfaits puisqu'on est sur une dalle OLED, on est sur une dalle qui est riche en contraste. Il faudra s'accommoder, faire salle sombre pour profiter au maximum de ces contenus. Vous n'allez pas avoir autant de détails qu'on va en retrouver par exemple sur une dalle Evo chez LG avec le G1, parce que je vous l'avais dit, le lien de la vidéo devrait s'afficher juste là justement. LG nous promettait un pic lumineux extrêmement important pour les dalles OLED Evo, et puis finalement il y a eu une forme de machine arrière quand même, de retour en arrière sur la promesse technique, parce que je pense quand même que les constructeurs se disent, les dalles OLED, il faut faire gaffe avec le marquage, quoi qu'on en dise et quoi que vous en pensiez. Le marquage n'est pas à exclure totalement, peut-être que je ne le reprécise pas assez régulièrement, mais oui, le marquage des dalles OLED reste un problème. Et donc, il faut qu'ils fassent gaffe à ça, il faut faire attention. Pour faire attention, souvent, ça revient à intégrer un mécanisme qui est l'ABL, qui est le système de bridage automatique de la luminosité, j'ai envie de dire, ou en tout cas quelque chose qui fait gaffe justement à ne pas aller chercher et à solliciter trop certains pixels. Et notamment dans les discussions que j'ai pu avoir avec Panasonic, ils m'ont rappelé que le pixel bleu était le plus fragile, était le plus sujet à marquer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va retrouver 4 sous-pixels, un bleu, un vert, un rouge et un blanc. Blanc qui va être là en renfort justement pour apporter de la luminosité, en renfort du bleu notamment. Et ça fonctionne, on n'est pas sur les meilleures caractéristiques, sur les plus grosses performances, mais regardez, c'est somptueux, on a vraiment quelque chose de dingue au rendu. Et ce discours qui portait sur cette plus haute luminosité des dalles OLED chez LG a changé et s'est concrétisé par une meilleure gestion des niveaux de gris, ou en tout cas des niveaux de noir dans l'image, c'est-à-dire être capable d'exploiter les dalles OLED pour déboucher les zones sombres de l'image. Parce qu'on le sait, si jamais vous cherchez justement quelque chose de plus polyvalent sur ces zones sombres de l'image justement, il va falloir aller chercher du côté du LCD qui lui offre plus de puissance lumineuse. Le mini LED aussi a fortiori, mais comme on l'a vu également dans certaines des vidéos que je peux vous faire, les angles de vision sont impactés. Ici, les angles de vision sont impactés par les reflets. Sur le LCD, vous aurez des angles de vision qui sont également impactés par les fuites de lumière, le fameux effet de blooming, le pompage lorsqu'on a des sous-titres qui consistent effectivement, qui vient mettre des portions de l'image surexposées. Et ça se voit dès qu'on est un petit peu installé sur le côté du téléviseur. Voilà, donc encore une fois, les pour, les contre. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce JZ1000, vous n'avez pas la dalle la plus performante de chez Panasonic, mais vous avez un traitement processeur assez somptueux qui vraiment, c'est un régal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la performance, la gestion du bruit. Vous allez retrouver dans les menus, on va s'y intéresser peut-être un petit peu après aussi, dans la fonction, dans l'ergonomie logicielle du produit. Mais regardez un petit peu toutes ces options de réglage. C'est dingue. Panasonic
vous livre ici un niveau d'accès au réglage du téléviseur quasi jamais vu. Alors malheureusement, ce n'est pas aussi séduisant que ce que peut proposer Sony sur son interface Android TV avec des menus extrêmement bien illustrés, etc. Je vous envoie ici le lien d'un test d'un téléviseur Sony, je verrai lequel, il y a du A90, du X90J pour les modèles de 2021. Chez Pana, en tout cas, on peut descendre très très bas. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas expliqué, ou en tout cas pas très très bien. Et ça, c'est dommage. En tout cas, ce qui nous emmène maintenant au résultat des mesures, et vous allez le voir justement, que ces réglages, ils peuvent avoir un impact assez intéressant, parce qu'on n'est pas sur la dalle la mieux calibrée, et pour autant, ce n'est pas la catastrophe, et c'est justement la voix off qui vous en parle. Compte tenu des nombreux modes d'image disponibles, je vais me focaliser ici sur celui qui délivre la meilleure fidélité des couleurs, à savoir le mode Filmmaker. En effet, les modes cinéma et vrai cinéma sont légèrement moins bien calibrés, même si la différence à l'œil nu ne devrait pas être perceptible. Côté fidélité des couleurs, donc, j'ai pu mesurer un delta E de 4,32 en mode SDR sous l'espace colorimétrique Rec 709. Heureusement, on est toujours sous la barre des 5. Et pour les contenus HDR sous l'espace colorimétrique DCI-P3, cette fois-ci le delta E moyen s'établit à 3,74, toujours selon une soixantaine de mesures. Des valeurs globalement plus élevées que chez la concurrence OLED de chez Panasonic ou LG, mais qui ne traduisent pas pour autant une image totalement imparfaite. Le problème semble se situer du côté de la calibration du point blanc, ce qui se vérifie d'ailleurs par une échelle de gris dont la valeur moyenne de 6,3 est largement perfectible. Idem du côté de la température moyenne des couleurs qui se situe à 5849 K, avec, comme vous le voyez, une forte dominante du rouge lorsque la mire se rapproche du blanc. Le gamma est en revanche très bon avec une moyenne à 2,38. Mais ce mode Filmmaker offre une bonne nouvelle toutefois avec une luminosité moyenne tout à fait satisfaisante. Comme je l'ai dit, ce modèle n'embarque donc pas une dalle dite OLED Evo, mais tout simplement quelque chose de comparable à ce que LG intègre dans son C1. Le pic de luminosité est donc mesuré à 10% à 646 nits, mais comme toujours, la valeur s'effondre sitôt que la mire augmente. Comptez un petit 142 nits mesuré au centre avec une mire blanche à 100%. Les mesures EOTF et luminance suivent les courbes de référence et ne baissent que légèrement lorsque la luminosité atteint son maximum. Ainsi, si d'aventure vous trouvez que vos contenus manquent de détails dans les zones les plus lumineuses ou que l'image est cramée, je vous recommande d'activer l'option mappage de ton HDR pour que l'électronique annule totalement l'effet du clipping et, comme vous le voyez, lisse la courbe sur la zone la plus lumineuse de l'image. Pour les plus curieux, sachez que ce JZ1000 peut atteindre un pic de luminosité mesuré à plus de 900 nits à 5% en mode dynamique, mais sitôt que ce pic est atteint, le limiteur fait ce qu'il faut pour protéger la dalle, notamment contre le marquage, et on voit s'effondrer la luminosité. Toujours en mode dynamique, le pic lumineux est situé à environ 730 nits. Enfin, comme bon nombre de ses concurrents, le JZ1000 dans cette version 55 pouces offre une couverture colorimétrique DCI-P3 supérieure à 95% et comptez 70% pour le BT2020. Voilà, je peux vous assurer que c'était assez étrange pour moi d'ailleurs de ne pas retrouver une calibration vraiment parfaite de ce JZ1000 que j'ai là en test, d'autant que certains confrères, certains collègues de la presse l'ont testé, ont eu des meilleurs résultats. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi un protocole qui fait plus de mesures. En l'occurrence, je suis à plus de une soixantaine de mesures sur les dérives colorimétriques. Donc ça peut expliquer aussi, et puis ça peut s'expliquer aussi par le fait que certains sites appliquent quelques réglages avant de partager des mesures. Moi, c'est vraiment les mesures brutes de fonderie, sorties de carton. Donc il faut bien avoir ça en tête, d'autant que de toute façon, visuellement, vous allez être ultra flatté parce qu'on n'est pas sur des dérives colorimétriques façon n'importe quoi. Et puis surtout, regardez, j'ai pu en 3 coups de cuillère à peau appliquer quelques réglages, justement grâce à ces menus ultra détaillés, et je suis arrivé à une calibration quasi parfaite avec des réglages manuels que je vous partage. Alors attention, c'est des réglages que je vous partage, mais qui sont propres à mon téléviseur. Et puis, il faut en tout cas mettre ça un petit peu dans le contexte. Ce n'est pas une calibration professionnelle. Et pour ça, là aussi, il y a un point qui est génial, c'est que moi j'utilise une sonde X-Rite i1 Display Pro Plus pour faire mes mesures et le logiciel Calman de Portrait Display. Et le logiciel Calman peut communiquer directement avec le téléviseur, c'est-à-dire que le téléviseur intègre les patterns directement, je n'ai pas besoin de diffuseur, c'est lui qui fait le rôle de diffuseur et qui envoie à la sonde les mesures, et ce qui permet de se lancer dans une véritable phase
de calibration de la dalle. Alors oui, il faut du matériel, mais c'est pour vous dire à quel point Panasonic avance sur ce sujet. Alors LG le fait aussi, Sony a aussi des accords avec Calman pour proposer des fonctionnalités de calibration, Samsung également, mais à ma connaissance, Panasonic et LG, qui a une solution un petit peu différente, mais qui là aussi consiste à diffuser directement l'émir dans le téléviseur, eh bien, propose une solution très très simple. Et alors forcément, ça prend un certain temps, mais sorti de ça, on se retrouve avec une calibration aux petits oignons, ce qui renforce encore un petit peu cette notion de piqué, parce qu'on est sur une calibration des couleurs qui est parfaite. Donc ça renforce encore un petit peu l'impression de 4K. La fidélité des couleurs est meilleure, le piqué est meilleur, bref, l'expérience est assez magique. Voilà. Vous avez la boucle qui tourne juste à côté de moi. On va maintenant se parler du résultat en mode jeu vidéo. Comme toujours, pour illustrer ce chapitre jeux vidéo, je vous diffuse cette petite boucle, mais c'est une boucle vidéo, hein. Ça a été capté pendant une partie en plus durant le test du moniteur Huawei MateView GT34. Le test apparaît juste là avec le lien si jamais ça vous intéresse. Ça a été réalisé évidemment avec le PC, mais c'est une boucle ici. Ce qui est ultra important sur la partie jeux vidéo, eh bien c'est là pareil, ce que je disais en début de cette vidéo, Panasonic avait promis de déployer une mise à jour de firmware, et c'est fait. Et c'est fait, c'est arrivé, ça s'est téléchargé, ça s'est installé, ça fonctionne super bien. Ce qu'il se passait, entre guillemets, par le passé, les clients qui avaient acheté un JZ1000, 1500 et Co de chez Panasonic, avaient la moitié de la résolution verticale, et donc du coup ça donnait à l'image cet effet de flou. Lorsqu'on passait du mode 3840 par 2160, 60 à 120 Hz, on voyait qu'il y avait du flou à l'image. Ça se voit bien dès les menus de Windows, ça se voit aussi, si je vous les affiche ici, sur le menu de ma chaîne YouTube, on voit bien que la police d'écriture n'est pas parfaitement nette. Alors ça se voyait moins en mode jeu vidéo. Regardez, là encore une fois, je vous affiche la démo du benchmark de Forza Horizon 5 et franchement c'est propre, mais quand même, quand on sait qu'on perd en précision sous Windows, on se dit bah forcément on va perdre aussi en précision dans les jeux vidéo. Et c'est là que ça devient important, puisque ce qui est arrivé avec la mise à jour, c'est tout simplement non seulement la prise en charge de 4K à 120 Hz avec le VRR, l'Auto Low Latency Mode, mais c'est ce que vous allez retrouver et qu'il faudra vraiment veiller à activer lorsque vous serez, si jamais vous craquez pour ce téléviseur, c'est que vous allez avoir le mode jeu, vous allez avoir surtout dans les paramètres avancés, non, c'est pas dans les paramètres avancés, c'est dans ici, paramètres des options, l'Auto Low Latency Mode, le VRR à activer, et surtout, il va falloir aller chercher ce mode bypass 4K 120, il va falloir l'activer parce que c'est lui qui va vous redonner, entre guillemets, la netteté absolue de votre image et ça fonctionne vraiment super bien. Alors moi j'ai fait comme d'habitude, j'ai joué à mes titres de FPS, etc. Et puis surtout, j'ai pu jouer à un titre assez somptueux qui est Les Gardiens de la Galaxie. Alors, vous penserez ce que vous voulez de jeu, mais en tout cas graphiquement et côté richesse des couleurs, franchement, on est plutôt pas mal du tout. Donc que ce soit pour du Forza Horizon 5 ou du Guardian de la Galaxie, enfin, des Gardiens de la Galaxie, et ben c'était vraiment très très cool d'avoir ce téléviseur. J'ai pas noté de soucis. Voilà, une belle qualité d'image en 4K à 120 avec évidemment le PC qui va bien aussi. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est avec une Xbox Series X, avec une PlayStation 5 et ses contraintes actuelles. Est-ce que ça fonctionne bien avec du Dolby Vision? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner avec une Xbox Series X. J'ai failli être servi durant le récent réapprovisionnement de la console, mais malheureusement, je suis arrivé un chouille trop tard. Et donc, du coup, je n'ai toujours pas de console, mais en même temps, avec ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Autre point important lié au gaming sur ce téléviseur, alors on a un mode jeu, véritablement. On va le voir ici s'afficher dans les menus. Voilà, hop, tac, voilà. Mais vous le voyez, l'image est devenue plus lumineuse, mais très froide aussi. D'ailleurs, le Delta E, la fidélité des couleurs, est complètement dans les choux. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que chez Panasonic, eh bien, vous pouvez par exemple rester dans la calibration d'image Filmmaker au cinéma, comme je viens de le faire à l'instant. Voilà, on le voit ici, en mode cinéma, mais il pourrait être en mode Filmmaker. Et on récupère la calibration, sauf qu'en plus, dans les options d'image, eh bien, vous le voyez, ici, j'ai de nouveau la possibilité d'activer l'Auto Low Latency Mode, d'activer le VRR, et vous voyez automatiquement le mode jeu ici s'est activé et il ne me reste plus, comme je le disais tout à l'heure,
pour récupérer toute cette définition et être vraiment dans la qualité d'image optimum, eh bien activer le mode bypass 4K 120 Hz. Et donc vous voyez, je suis dans la colorimétrie du mode film avec le mode jeu activé. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça offre une certaine polyvalence. Voilà, donc vous avez là l'input lag mesuré avec la sonde. Alors c'est sur un signal 1080 à 60 Hz, mais on est sur 14,8 millisecondes. Et donc on est en dessous des 16 millisecondes. Et donc vous n'aurez de toute façon pas d'image de retard entre le moment où la prise HDMI reçoit son instruction et le moment où la dalle l'affiche. Vous le savez, hein, Panasonic, c'est My Home Screen, un héritage du Firefox TV OS que Panasonic a racheté il y a maintenant quelques années, un bon paquet d'années même. Je n'ai plus la date exacte qui me revient en tête, mais en tout cas, ça fait un moment qu'on voit grosso modo cette chose ici s'afficher, cette barre d'icônes, alors qui a évolué au moment de l'arrivée de la version 5. Et là, avec la version 6, on a pas mal de nouveautés, puisque on voit bien que Disney+ a fait son apparition, et puis Apple TV+ aussi a fait son apparition. Puis maintenant, on a en plus des trucs qui n'ont plus rien à envier quasi à certains autres systèmes d'exploitation, avec du Google Assistant intégré, possibilité de caster de l'image depuis son smartphone, et puis aussi de l'Amazon Alexa intégré. Vous avez le choix entre l'un ou l'autre des assistants vocaux pour piloter vos appareils connectés à la maison. Pourquoi pas demander à Google Assistant ou Alexa d'éteindre les lumières avant de commencer votre film. Et puis, dans les petites subtilités intéressantes qu'on va retrouver sur My Home Screen 6, c'est ça, ce bandeau d'icônes qui apparaît au-dessus de certaines applications. Et ça, c'est dommage, parce que vous voyez là, j'ai du Netflix, donc on voit bien que c'est mon compte avec mon contenu que je peux lancer directement et reprendre, par exemple, voilà, hop, là, ça se lance. Ah, ça ne démarre pas tout de suite, il faut encore que je reclique sur lecture pour que mon programme reprenne. C'est pas très grave, c'est une petite manipulation en plus, mais par exemple, ce bandeau ici d'accès direct à mes contenus liés à cette application Netflix, eh bien, je ne vais pas le retrouver sur Prime Video. Ça, c'est un petit peu dommage. Je ne vais pas le retrouver non plus sur Disney+. Il va réapparaître sur YouTube. Donc voilà, et je ne vais pas le retrouver non plus sur Apple TV+, que j'ai pourtant configuré. Ça prend un certain temps à se lancer. Allez, lapin, ouais, c'est quand même un peu long. C'est même très long. Ça devient gênant. C'est le malaise. Pourtant, c'est configuré. Ok. Bon, c'était très long. C'était beaucoup trop long. Il y a sans doute une amélioration. Ça ne m'avait pas... je l'avais lancé la première fois. Ça ne m'avait pas autant percuté, autant perturbé. Et là, c'est quand même assez... Globalement, c'est quand même assez long. Mais vous le voyez... Enfin, c'est long. Oh, c'est long. Pourquoi il faut que je reclique là? Non, mais c'est nul, cette application. Ah mais dites-moi dans les commentaires, parce que moi je suis à la fibre 1 giga, dites-moi dans les commentaires si c'est aussi long chez vous, parce que d'autant que le téléviseur, si je dis pas de bêtises, non il est en Wi-Fi, il n'est pas en Ethernet, mais c'est quand même relativement long. Lors du montage de cette vidéo, les lenteurs manifestes de l'application Apple TV+ m'ont motivé à procéder à un rapide comparatif. Après tout, cette vidéo est déjà presque aussi longue qu'un épisode de La Casa des Papel, avec les mêmes moyens techniques et les mêmes rebondissements, vous en conviendrez, donc finalement, eh bien, on n'est plus à ça près. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris le soin de quitter toutes les applications préalables, et c'est Netflix, justement, qui s'en sort le mieux avec 9 secondes environ. Arrive ensuite Prime Video avec 19 secondes, puis Disney+, assez long toutefois lui aussi avec 30 secondes. Mais c'est le service à la pomme qui remporte la palme, ou plutôt le bonnet d'âne avec 42 secondes et une ergonomie logicielle qui laisse à désirer au moins tout autant que la qualité de l'offre, mais c'est une autre histoire. Pas de doute en tout cas pour cette dernière, des optimisations seraient les bienvenues en tout cas sur cette interface de Panasonic My Home Screen 6. Du côté des applications, c'est toujours aussi light. C'est léger, c'est léger, c'est léger. On a ici un mur d'appli. On va retrouver Plex, qui est quand même une alternative intéressante si jamais vous avez du contenu à lire depuis des disques en réseau, par exemple. Donc ça peut être une idée sympa. L'application Molotov est disponible. Et ensuite, on a l'App Market, où vous allez retrouver, eh bien, cette fois-ci, des entrées par catégorie vidéo. Et vous voyez que nous concernant, franchement, ça va pas très loin. Ça ne va vraiment pas très loin dans ce que propose ici Panasonic. En revanche, là où je vous dis que on est vraiment très à l'aise, c'est là-dessus, c'est sur les fonctionnalités des menus. Alors encore faut-il, encore une fois, réussir à les décrypter et être à l'aise avec la chose.
mais regardez un petit peu le nombre de réglages et de modes que l'on a. Et ça, c'est qu'une partie des réglages, parce que regardez, alors on va peut-être se remettre d'ailleurs sur le mode Filmmaker, et regardez un peu, on a niveau de lumière, on aurait presque l'impression que c'est redondant, mais non. Température des couleurs, les fonctionnalités de réduction de bruit et de remasterisation, tout ça là, vous voyez, c'est désactivé. C'est ce dont je vous parlais, parce qu'on doit être en mode Filmmaker, que le mode Filmmaker se veut le plus fidèle avec le souhait des réalisateurs, et donc tous ces traitements qui vont venir rajouter de l'artifice un petit peu numérique au contenu sont automatiquement désactivés. Si je bascule en mode cinéma, pour tous ceux qui seraient, qui souhaiteraient justement aller solliciter un petit peu l'électronique du téléviseur et lui confier un petit peu la charge d'améliorer la fluidité de l'image, un petit peu l'upscaling, réduire un petit peu l'effet de grain parce qu'il vous gêne, je ne sais pas pour quelle raison, vous voyez que là on rentre sur quelque chose avec des réglages minimum, donc ça reste quand même assez contenu. Ça peut apporter un certain intérêt sur certains types de contenus. Si par exemple vous regardez notamment certaines séries, moi je sais que j'ai beaucoup regardé les séries liées à la Formule 1 sur Netflix, et donc du coup parfois j'ai ajouté un petit peu de compensation de mouvement parce que je trouvais que c'était plutôt bienvenu pour apprécier un petit peu plus l'image. Par contre dans les films, l'effet caméscope, ça va pas. En tout cas ça ne me convient pas. Donc c'est là que ça se passera. Vous allez forcément avoir plein de choses. Ici, le fameux bypass. Ça serait trop long de tout vous lister, tellement il y en a. Laissez en automatique. Si jamais vous avez des doutes, vous avez quelques explications ici sur ce que c'est censé vous apporter. En tout cas, c'est sûr, Panasonic, Hollywood, cinéma, milliers de réglages. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller mettre les doigts dedans. On va revenir peut-être très rapidement. Il faudrait que je trouve le mode qui s'y prête le plus pour que vous puissiez voir un petit peu comment régler. Alors, est-ce que ça va être là? Voilà. Là, regardez un petit peu. Là, le réglage de la fameuse balance des blancs. On a une dérive colorimétrique qui est importante au niveau de la balance des blancs. C'est dans ces réglages-là que moi, j'ai pu intervenir pour corriger le point blanc et ainsi corriger toutes les couleurs. Et ensuite, regardez là, le niveau encore là de réglage. On a la teinte, la luminance, la saturation pour les couleurs. C'est fou. Ayez confiance dans ce traitement que propose Panasonic dans ses téléviseurs, c'est assez somptueux. Et il est temps maintenant que je vous livre mon verdict concernant ce téléviseur Panasonic TX55JZ1000E, qui est selon moi une jolie réussite. On n'est pas, encore une fois, j'insiste, sur le modèle le plus lumineux, sur le modèle le plus polyvalent, entre guillemets, que va proposer le constructeur. Vous irez voir du côté du JZ1500 si vous souhaitez encore plus de luminosité, encore plus de polyvalence, encore une fois, ou du côté du JZ2000 si en plus si vous souhaitez disposer d'un meilleur son avec les fameuses cheminées, une spatialisation un petit peu différente, une barre de son, etc. Le JZ2000 apporte quelque chose en matière de qualité audio. En tout cas, moi j'avais testé une précédente série 2000. Je n'ai pas eu le JZ1005 ni le JZ2000, mais c'est connu, c'est mieux du côté de l'audio. Vous avez juste à côté de moi, qui s'affiche pour vous, les points positifs, les points négatifs concernant ce téléviseur. Évidemment, la qualité de l'image, la fluidité, le traitement processeur HCX Pro AI qui est redoutable, les multiples modes d'image disponibles, Filmmaker, cinéma, vrai cinéma, la facilité de calibration de ce mode professionnel, etc. On voit bien que Panasonic avance et vraiment, c'est un téléviseur pour le cinéma, c'est une marque qui fait des produits cinéma. Dans les points négatifs, s'oppose à cela évidemment ce My Home Screen 6 qui évolue gentiment, c'est fluide, il y a plein d'options, mais en matière d'application, c'est encore en retrait. Allez, je vais mettre la télécommande non rétroéclairée, mais on va quand même temporiser un petit peu ça parce que en fait c'est qu'elle inspire la qualité cette télécommande, elle donne envie d'avoir du rétroéclairage parce que c'est une jolie télécommande, mais dans l'absolu on n'est pas sur un produit ultra haut de gamme. Donc on va le mettre du côté des points négatifs entre guillemets parce que ça aurait pu parfaire un petit peu le truc. Alors, la fidélité des couleurs que j'attendais meilleure mais qui n'est pas catastrophique, donc on va le mettre là aussi, on va le mentionner.
mais on est quand même sur un téléviseur qui fait plaisir à l'œil, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez quoi faire, hein, c'est en dessous que ça se passe, le petit pouce qui va bien, et puis surtout abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moyen de recevoir les notifications pour les prochains tests de télé et tout ce qui va bien également. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, le lien Discord aussi pour discuter avec nous est disponible dans la description. Exprimez-vous dans les commentaires, que vous soyez content ou pas content d'ailleurs, hein, c'est tout à fait possible. Je suis là, on peut échanger, on peut discuter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!